Oui, les études littéraires ont des débouchés. Comptons avec les littéraires. Contrairement à ce que l'on peut penser, en fait, les littéraires peuvent être très, très structurés dans leur organisation, dans leur pensée et dans leur capacité à argumenter. Et je pense que ce sont d'excellents orateurs. Et dans les métiers de la communication, c'est quand même important de savoir s'exprimer, de savoir écouter et de savoir, au travers de l'écoute, diagnostiquer la problématique de son interlocuteur. Donc, par exemple, les services commerciaux devraient. C'est pas inintéressant de s'intéresser au profil des littéraires parce que c'est peut-être des gens qui ont une certaine sensibilité et justement cette curiosité, cette culture générale et du coup cette capacité à créer du lien avec son interlocuteur. De mon côté, je pense que les littéraires ont une place déjà à court terme dans la communication qui est importante d'avoir des profils qui aient pu être d'abord littéraires puis communicants, puisqu'en fait, c'est bien de conserver en fait de belles références et de jolis mots dans les campagnes publicitaires, puisque c'est des contenus qu'on lit au quotidien et qui nous nourrissent. Je rejoins aussi l'avis de Bénédicte sur l'aspect ordonné du littéraire, puisque la narration, c'est ça en fait le cœur de la communication, et c'est aussi finalement le grand mot du littéraire, c'est que la narration permet d'ordonner les éléments dans le temps et dans l'espace, et elle est là aussi pour rendre des faits concrets et familiers pour l'auditeur. Donc cela est vrai justement pour, euh, pour un texte, mais c'est aussi le cas pour une marque. Et donc, euh, tous ces mythes qui font le monde depuis des générations, il n'y a pas d'histoire sans peuple, c'est aussi les littéraires d'aujourd'hui qui permettront en fait de construire les mythes et les croyances de demain. Donc il faut des personnes qui aient cette capacité de narrer, de raconter et d'archiver en fait à travers des textes et des idées. Bonjour et bienvenue sur le podcast Comptons avec les littéraires. Aujourd'hui, nous sommes avec Bénédicte Rapin. Bonjour Bénédicte. Bonjour Rachel. Et Dorian Solignac. Bonjour Dorian. Bonjour Rachel. Alors Bénédicte, tu es consultante en communication et marketing digital. C'est bien ça? Tout à fait, oui. Ok. Et Dorian, tu es chef de projet digital. Oui, exactement. Ok. Donc pour commencer, je voudrais vous demander quels sont les livres qui vous ont aidé à grandir et quel type de lecture vous attire le plus? Très bien, maintenant je vais commencer peut-être. Oui. De mon côté, j'ai beaucoup aimé, étant jeune, le roman d'un tricheur de Sacha Guitry, qui était aussi très intéressant dans le passage à l'âge adulte prématuré et sur l'effet un peu éphémère d'une famille qui finalement n'est pas forcément éternelle, puisque le livre en fait commence avec un jeune qui a volé dans la caisse d'une épicerie et qui, comme il a volé, est privé de champignons le soir. Et en fait, c'est des champignons empoisonnés et toute sa famille est morte comme cela. Oui. Donc voilà, ça mettait un peu en exergue le fait que finalement une mauvaise action peut être synonyme enfin, pas forcément tout de suite mauvaise. Ça permet d'avoir une autre perception en fait des faits. Voilà, j'ai aussi beaucoup aimé Cyrano de Bergerac, comme beaucoup d'adolescents, hein, ça parle de complexe, ça parle du miroir déformant de la perception de soi, donc c'est très, très intéressant. Et également le livre de Einstein, Comment je vois le monde. Et je pense que ça a été un peu le début de mon amour finalement pour les médias, parce qu'il y avait cette phrase très connue en fait, où il disait en fait que celui qui ne lit que des journaux et qui ne regarde que des revues en fait de journalistes est comme le myope qui ne veut pas utiliser de lunettes. Et c'est vrai que c'est intéressant, surtout aujourd'hui quand on est dans l'ère en fait du snack content. Voilà, je trouve ça plutôt inspirant. C'est intéressant, je ne connaissais pas du tout. Oui, pour ma part, moi, aux prémices de l'adolescence, j'ai été très marquée par la lecture de L'étranger de Camus, un grand classique de la littérature, de par son style, de par cette espèce de distance qu'il avait par rapport au deuil de sa mère, où finalement ça apparaît comme quelque chose de presque anecdotique.
dans le roman. Le roman s'ouvre là-dessus, puis après on n'en parle plus. Et puis j'avais été très marquée, alors peut-être par la jeune fille en fleurs que j'étais à l'époque, par le Grand Maulne d'Alain Fournier. Et je pense que là est un peu venu mon amour pour les lettres et les mots, pour la belle littérature. Et ouais, c'est peut-être ces 2 premières lectures qui m'ont peut-être ensuite orientée vers le choix d'études littéraires et des études au travers lesquelles j'ai découvert par la suite des auteurs argentins, notamment Ernesto Sabato, avec la lecture de Héros et Tombes, qui est un grand roman qui se passe dans la ville de Buenos Aires. Et ça a été assez déterminant parce que c'est ce qui m'a ensuite orienté sur le choix de faire un mémoire en littérature argentine et d'aller vivre ensuite là-bas à Buenos Aires. Et c'est de là que j'ai découvert le monde des médias, le monde de la radio, le monde des maisons d'édition. Ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités. Donc finalement, en fait, les coups de cœur littéraires que j'ai pu avoir ont été assez déterminants dans ensuite les choix de vie que j'ai faits. Ça a été des sources d'inspiration. Donc, pour préciser, tu as fait une maîtrise de lettres modernes et un master en communication culturelle. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai fait une maîtrise de lettres modernes à la Sorbonne, où je me suis spécialisée en littérature sud-américaine. Et ensuite, je suis partie étudier 2 ans en Espagne, et j'ai fait un master en communication culturelle. Et après ça, je suis partie à Buenos Aires. Enfin, j'ai parcouru une partie du continent sud-américain en sac à dos. J'avais 25 ans, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfant. Voilà, donc c'était un peu des todo un poco et mucho de nada, comme on dit. Donc je suis partie avec mon sac à dos, j'ai exploré l'Amérique latine de Ushuaia jusqu'à Rio, en passant par la Bolivie, le Paraguay, l'Uruguay, le centre du Brésil, le Minas Gerais. Et puis après, j'ai décidé de m'installer à Buenos Aires. Et donc, je me suis installée à Buenos Aires avec 3 francs 6 sous et puis quelques adresses de copains. Et puis voilà, je suis restée 2 ans sur le continent. J'étais partie pour 6 mois, puis je suis restée 2 ans sur le continent en fait. Ça, c'était une belle formation après les Oui, études. c'était surtout une expérience de vie très forte, oui, qui a été déterminante enfin, dans la construction de ce que je suis aujourd'hui, oui, bien sûr. Indépendamment du fait d'avoir appris à parler l'espagnol couramment mais le fait de vivre aussi dans une grande capitale sud-américaine de 14 millions d'habitants, de m'être complètement débrouillé en gestion autonome, 15 000 kilomètres de mon petit nid douillet, de mon cocon familial, oui, c'est sûr que ça vous enseigne la débrouillardise et c'est un chemin vers soi. Oui, oui, c'est sûr. C'est marrant parce que j'avais prévu une petite question là-dessus après, un peu plus tard, mais on peut en parler maintenant de cette belle expérience à l'international. On reviendra sur les études après parce que je voulais quand même creuser un petit peu sur les études. Mais je crois que tous les deux, vous avez en fait une expérience à l'international. Donc oui, j'ai bien envie de vous demander, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette expérience? Donc là, on va creuser sur l'Argentine et après, Dorian, c'est un autre pays. Enfin, qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience? Parce que ça, c'est vraiment super intéressant de pouvoir partir comme ça à l'étranger pendant ses études ou après. Tout à fait, oui. Alors, pour continuer sur l'Argentine, en fait, moi, j'avais étudié 2 ans avant à Barcelone, où j'avais terminé mon master, ma maîtrise de lettres, et ensuite j'ai fait un master en communication. Et j'avais envie d'aller. Déjà, j'avais toujours été attirée par l'Argentine, de par le mémoire que j'avais fait. Et puis après, sur mon master en communication culturelle, je me suis spécialisée dans en fait, les communautés sud-américaines implémentées en Catalogne. Et notamment, il y a une grande communauté d'Argentins. À l'époque, ils étaient plus d'1 million. Donc, c'était une vraie diaspora. Et déjà, j'ai appris à étudier aussi en espagnol, à lire, à écrire, à faire des dissertations, des commentaires composés, des commentaires poétiques. Et ça, je pense que ça paramètre un peu l'esprit aussi d'un point de vue cognitif. Ça va au-delà d'être en immersion totale. C'est-à-dire qu'on arrive en fait, à un niveau de langue où quand on est capable de lire du Cervantes, de faire un commentaire de texte dessus, de lire du Borges dans le texte en espagnol et de faire une disserte dessus en espagnol, il y a un niveau d'exigence qui va au-delà du Et puis c'est notre langage courant, du quotidien. Et donc ça, c'est très bien parce que du coup, après,
C'est une autre, et en plus, oui, mais c'est complètement une autre approche de la langue. Et puis le fait de lire aussi des auteurs que j'aimais beaucoup en espagnol, et d'ailleurs que je continue de temps en temps à lire en espagnol, il y a quelque chose de très plaisant, quoi. Donc ça c'est une chose. Et puis, d'un point de vue, j'ai envie de dire, purement humain et de rapport à soi, moi, je sais que j'étais très, très intriguée à l'idée d'aller vivre en dehors de l'Europe, d'avoir une expérience en dehors de l'Europe. Et l'Argentine, bah, c'était une évidence par rapport à mes appétences, mes choix, ce que j'aimais faire, les sujets culturels auxquels je m'intéressais. Et c'est vrai qu'en même temps, Buenos Aires, ce n'est pas la ville la plus tranchante par rapport à d'autres capitales sud-américaines, comme on peut voir Bogota ou La Paz, qui sont des pays avec des identités indigènes très fortes. Buenos Aires, c'est une capitale européenne en Amérique du Sud. Mais il y a quand même une dimension un peu grandiose de par la population. Je vous dis encore une fois, ils sont 14 millions. L'immensité du territoire, enfin voilà, fréquenter la Patagonie, oui, c'est des claques qui vous secouent. Et en même temps, encore une fois, le fait d'avoir à faire ses preuves là-bas où vous n'avez pas de repères, où il n'y a pas la sécu, il n'y a pas de mutuelle, il n'y a pas l'accès à la santé comme il y a nous en Europe, l'accès à l'éducation comme on peut le connaître. J'étais en pleine suite de crise économique en Argentine. Ça, oui, il y a le fait de voyager en sac à dos et dormir dans des guest house ou des hôtels de backpackers. Et puis, à s'installer, louer un appartement, trouver un boulot. Donc ça, c'est encore une autre dimension. Mais ce que ça m'a apporté, c'est que ce peuple-là, les Argentins, leur histoire, elle est fractionnée par des crises économiques et des renaissances culturelles. Et ils ont tout cet héritage italien, espagnol, polonais, tout un melting pot comme ça. Et c'est un peuple qui a une capacité à renaître de ses cendres et à repartir à l'attaque avec une force incroyable et un sens du collectif très fort. Et ça, je crois que j'en ai tiré un parti assez fort en fait dans ma vie de tous les jours. Et de temps en temps, quand je piétine dans ma vie professionnelle, que les projets n'avancent pas, que ça va pas, que je me rappelle d'eux qui ont une capacité à se réinventer qui est exceptionnelle. Voilà, moi je pense que oui, c'est surtout ça que je retiens et que je vis encore aujourd'hui à travers mes expériences personnelles et professionnelles. Et tu as gardé des liens, j'imagine, avec... Ouais, très fort. Ouais, j'ai encore beaucoup, beaucoup des copains dont je suis les vies, dont on se donne des nouvelles. Et j'ai beaucoup d'affection pour ce pays et cette culture, ouais. Dès qu'il y a un film argentin qui sort au cinéma, évidemment, j'y vais. Dès qu'il y a une nouvelle parution d'un roman de Julio Cortázar qui s'appelle La Marelle, la Rochuela, comme on dit en espagnol, qui est un roman totalement énigmatique, inspiré du mouvement Loulipo. Qui est un texte incroyable. Voilà, je pense que je me commande toutes les dernières éditions. Enfin, oui, j'ai gardé un lien très fort. Ouais. Mais je pense que quand on est jeune et quand on décide de partir comme ça et de s'établir, ça, oui, c'est des choses qui vous marquent. Oui. Mais je recommande à tous les jeunes de partir un moment et d'aller explorer des contrées lointaines. Hein. Ouais, mais de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à Shanghai à la fin de mon master. Ah oui. J'avais une opportunité en fait professionnelle d'aller faire un stage chez un ancien maître de stage que j'avais rencontré à l'époque à Paris. Donc, je n'avais pas forcément une passion pour la culture chinoise en particulier, mais plutôt pour la culture asiatique au sens large. Et pour moi, c'était un pays en fait que tout le monde connaît, mais que personne ne connaît vraiment, par beaucoup d'histoires rapportées et parfois aussi un peu déformées, parce qu'il n'y a pas, il y a pas de presse vraiment libre et officielle, donc c'est plutôt des choses qui sont rapportées comme qui ne sont pas forcément justes. Par exemple, on m'avait dit qu'il y avait déjà le système de notation sociale partout, dans tous les supermarchés de Chine. Ce n'était pas le cas. C'était testé dans une ville, mais ce n'était pas du tout le cas partout. Et puis, voilà, c'est une ville qui est aussi très en avance, qui arrive à se passer de beaucoup de géants américains. Il n'y a pas d'Amazon, il n'y a pas de Google, il n'y a pas de Facebook. C'est intéressant de voir comment ils s'organisaient, en fait, au niveau du digital.
Par exemple, là-bas, c'est vraiment une application, en fait, WeChat, qui permet de discuter entre amis, mais aussi de payer son loyer, de réserver ses billets de train, de réserver son avion, de payer parfois ses taxes. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très développé. Et puis, en fait, je voulais vraiment vivre dans une ville. C'est l'une des plus grandes du monde, hein. L'agglomération, elle fait 69 millions d'habitants. Donc, c'est un peu plus qu'en France, mais simplement avec l'agglomération de Shanghai. Et puis voilà, voir un peu comment les choses se passent ailleurs, la culture du travail qui est très différente. Ce qui m'a le plus marqué là-bas, je pense, c'est la capacité des Chinois à se couper de leurs émotions au travail. Quand ils sont au travail, ils rentrent dans un personnage, ils serviront leur fonction, mais vont se détacher de cela. Pas comme ici, où on peut discuter avec un serveur de tout et de rien, etc. Non, c'est pas du tout comme ça. Et aussi, sur fond de succès économique, d'argent et de surconsommation, il y a aussi un peu l'emprise du Parti communiste, qui, d'ailleurs, ça avait marqué ça, donc je ferai aussi des parallèles avec un autre livre que j'ai lu, j'en parlerai peut-être plus tard, mais j'avais lu Sapiens, l'origine de l'homme, qui retrace en fait toute l'histoire de l'espèce humaine, du coup du tout premier humain jusqu'à nos jours, et qui expliquait bien qu'en fait tout le monde s'est rassemblé autour de mythes et d'histoires. Hein, parce que finalement, une culture, c'est un mythe, un pays, c'est un mythe, tout n'est que histoire. Et finalement, en Chine, ce qui a été plutôt marquant, c'est qu'ils ont fait en sorte de couper toute forme de religion. Hein. Aujourd'hui, les temples en Chine, on passe de la musique électro et on vend des coques de téléphone dedans, puisqu'ils ont vraiment fait en sorte de couper toute forme de spiritualité un maximum. Même c'est arrivé ça, un club de tai chi qui était trop populaire, il a été interdit, parce que ça prenait trop d'ampleur en termes de suiveurs par rapport au parti. Donc, vraiment, ils ont fait en sorte de couper un maximum de mythes autres que le parti pour vraiment faire en sorte de contrôler la population un maximum. Et finalement, quand on coupe un peu de sa culture, on coupe aussi de ses émotions. Mais si on coupe de ses émotions, on peut plus facilement manipuler et créer d'autres réalités. Donc ça a été intéressant en ce sens. Donc voilà, donc c'était très bien. Et puis finalement, c'était un peu le dernier moment où on pouvait y aller. C'était un petit peu avant le Covid. C'était enrichissant pour moi de partir si loin, comprendre aussi ma chance d'être ici finalement, et aussi des avantages. Il y avait aussi du bon, hein. C'est une ville où tout est extrêmement propre, extrêmement sécurisé. On peut laisser son téléphone à une terrasse, il n'y aura aucun problème. Donc voilà, c'était un peu une autre forme de voyage. Et tu es allé voir un petit peu en dehors de Shanghai ou tu es resté plus sur Oui, Shanghai? bah justement, j'étais aussi allé à Pékin pour voir pour voir la muraille. Je suis allé aussi à Hong Kong, pareil, une grosse cité économique, paradis fiscal. Donc, deux belles expériences à l'étranger pour tous les deux. Et outre cette expérience à l'international, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels souvenirs vous gardez de vos études et en quoi elles ont été formatrices? Je pense que les études m'ont appris à mettre en avant l'information, savoir d'en connaître les éléments importants à faire apparaître dans une campagne de publicité. Les mémoires que j'ai pu faire m'ont appris à noter mes sources, à faire attention à ce que je consomme, à ce que je lis, à organiser ma pensée aussi. Donc voilà, c'est à tenir des projets de A à Z et à mettre un mot sur les choses. Je pense que la com, c'est beaucoup ça finalement. Si je devais résumer notre métier, pour moi, je trouve C'est ça, pardon, je un mot sur les choses. t'interromps. Je Oui. t'interromps, mais je crois que je n'ai pas détaillé en fait quelles études tu as fait. Il faut quand même qu'on précise. Donc toi, tu as fait un BTS et une licence de communication, Oui. puis un master 1 marketing digital et réseaux sociaux et un master 2 planning stratégique, stratégie digitale et brand content. Exactement, Ça. exactement. En fait, quand on fait une licence de communication, on peut avoir le choix entre plusieurs pôles, hein. On peut être à la fois dans l'événementiel, donc ça va être communiquer pour une marque à travers les événements, ça peut être faire des sites web, hein, ou voilà, ça peut être dans la stratégie, on peut aussi aller vers l'image, on peut très bien choisir des études spécialisées dans la com visuelle, donc on va avoir des cours de lumière, de caméra, etc. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a le plus plu, justement, c'était cette capacité à mettre des mots sur les choses. Donc, ça va être trouver le mot qui va interpeller notre cible pour une campagne, ça va être formuler la bonne problématique pour une marque. C'est pour ça que j'ai choisi d'aller vers la stratégie digitale et le planning stratégique. Mais suite à cela, naïvement, je pensais que ce métier de planning stratégique était répandu
Et que voilà, mais en fait, finalement, non. En fait, la réalité du terrain est plus complexe que ça. C'est que la plupart des agences vont préférer avoir un profil qui va pouvoir faire à la fois gestion de projet plus stratégie ou community management, donc c'est-à-dire rédiger des posts pour Internet, plus strat, plus un petit peu de graphisme. Donc finalement, il faut toujours avoir plusieurs cordes à son arc dans la communication. Parce que les postes spécialisés, il va y en avoir quelques-uns à Paris dans des très grosses agences, mais ce n'est pas forcément la réalité du terrain. Je ne sais pas ce qu'en pense Bénédicte, parce qu'elle a un petit peu plus d'expérience que moi, je pense. Bah, pour ma part, alors, déjà pour revenir Ouais. aux études purement littéraires, moi je suis passée par un cursus très classique. J'ai fait un bac littéraire, j'ai fait un DUG, une licence de lettres modernes, puis une maîtrise de lettres modernes à la Sorbonne, donc assez institutionnalisé. Moi, tous mes amis de cours, en fait, eux se prédestinaient pour la plupart à être profs, et d'ailleurs, beaucoup sont allés vers l'enseignement, alors que moi, pas du tout, je ne me voyais pas du tout dans ce cursus-là. Donc pour moi, ça a été un petit peu difficile aussi de trouver ma place et de trouver ma voie. J'avais toujours ce pressentiment que la communication, effectivement, chercher le sens de la formule, une problématique autour d'un sujet clé, autour d'une marque, c'était ce qui me plaisait, donc voilà, cet aspect de la stratégie de communication. Et effectivement, mes études, le fait d'avoir déjà lu beaucoup, d'avoir beaucoup écrit, d'avoir mis en exergue beaucoup de problématiques littéraires et de savoir aussi apprendre à manier quand même la dissertation, qui est quand même un exercice de rhétorique purement français. Pour avoir étudié en Espagne, on ne le pratique pas du tout en Espagne, par exemple. On est dans le commentaire poétique ou dans le commentaire composé, ou alors on fait un essai. Mais cette dissertation à proprement parler, qui est l'introduction, la thèse, l'antithèse, la synthèse, et terminer une conclusion en reterminant sa conclusion pour ouvrir sur une autre problématique, c'est vraiment un exercice de rhétorique français. Et ça apprend à structurer sa pensée. Et je reprends ce que dit Dorian. Effectivement, mes études également m'ont appris à structurer ma pensée et à me positionner à partir d'une problématique et structurer à partir de ça en ayant des connaissances et en apprenant à aller chercher les bonnes informations dans les bons bouquins, en imposant la bonne citation qui soit de bonne aloi à ce moment-là. Donc oui, au-delà de la culture générale et du plaisir que j'ai eu à lire beaucoup d'auteurs et de découvrir beaucoup d'auteurs, je pense que ça m'a appris une certaine structure intellectuelle. En revanche, contrairement à Dorian, je pense qu'il y a eu qui a réalisé des études qui sont plus à former sur un métier. Moi, je n'étais pas du tout formée à un métier. Je n'avais pas de métier clé en main. Donc, j'ai fait mon master de communication culturelle. Et pareil, je me prédestinais à travailler dans la communication culturelle, dans la production d'événements culturels. Mais ça veut tout dire et rien dire à la fois. Moi, j'ai eu un peu, je dirais, une errance quand je suis rentrée en France, après avoir vécu en Argentine, où j'avais eu le plaisir de travailler à la radio. J'étais chroniqueuse culturelle à la radio nationale et j'étais également pigiste pour une maison d'édition qui avait un partenariat avec Gallimard. Donc, en fait, je lisais les romans en français et je faisais des piges pour la maison d'édition en espagnol. Mais voilà, ça ne suffisait pas. Donc, rentrer en France, où on a une appréhension très, très différente du rapport études, diplôme versus adaptabilité au monde professionnel, c'est quand même un immense gap. Donc, j'ai eu quelques temps d'errance. Donc, pendant un moment, j'étais rédactrice pour des magazines. J'ai travaillé au Figaro Magazine où j'étais assistante de la rédaction, où je m'occupais de la logistique et la coordination des reportages à l'étranger. Et puis, là, j'ai eu un coup de bol, je dirais. Je suis rentrée dans une grosse boîte de conseil international, un peu par la petite porte comme assistante, parce que j'avais les codes des médias, j'avais les codes des événements culturels, mais je n'avais pas les codes du business, des grosses entreprises, comment fonctionnait une grande organisation internationale, comment travailler des départements des achats, des départements du marketing, des départements commerciaux. Et donc, du coup, je suis rentrée dans cette boîte chez Accenture. Et là, je dirais que ça a été un peu le cursus supplémentaire qui me manquait pour compléter, en fait, cette connaissance, enfin, cette capacité à être dans l'exécution, à être plus dans l'opérationnel. Et donc, après, une fois que je suis rentrée chez Accenture, bah, du coup, ça a été beaucoup plus facile pour moi de trouver du boulot, d'être mieux rémunérée, d'avoir des boulots plus stables. Parce que quand on est dans la pige ou intermittent du spectacle, moi, ça m'inquiétait un peu. J'avais ce manque de stabilité qui m'affolait un peu. Et j'avais besoin à ce moment-là dans ma vie d'avoir un cadre professionnel, quelque chose d'un peu structurant.
Et en rentrant en fait dans une grosse boîte de conseil qui est très processisée, très méthodique, avec vraiment des chartes de réalisation et d'exécution, j'ai appris à comprendre les codes du monde de l'entreprise. Et ça a été salutaire. Et ça a été très complémentaire avec ce qui me manquait, justement. Donc après, c'est vraiment en étant sur le terrain et en occupant différents types de postes où j'ai pu compléter mes formations. Et donc après, je suis devenue responsable grand compte pour des agences de communication. Alors, de mon côté, ça a été un peu différent parce que j'ai tout fait en alternance, 5 ans d'alternance. Donc, au départ, j'ai fait de l'événementiel parce que bon, c'est un peu ce qu'on pouvait trouver quand on n'avait encore aucune expérience, quand on était en première année de communication. J'ai fait ça pendant 2 ans, ça n'a pas plu. Ensuite, j'ai été au partenariat du magazine Vice, qui d'ailleurs a un modèle économique qui ne fonctionne pas forcément super bien puisque ils ont une patte qui est plutôt particulière, c'est qu'ils parlent beaucoup de drogue, de sexe, etc. Et en fait, c'est compliqué en fait, pour une marque de venir s'insérer dans la ligne éditoriale de Vice. Donc, c'est pour ça que c'est un peu une marque en perte de vitesse aujourd'hui. Ensuite, j'ai pu faire des motivateurs, donc c'est vraiment un média à clic, hein, Internet, et Melty, donc très press people, jeux vidéo. Et mon défi là-bas, c'était de faire en sorte de coupler en fait les marques avec le contenu du média. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais fait un mémoire sur le native advertising et l'intégrité journalistique, donc qui consistait en fait à parler d'insertion de marques dans les articles et de comment en fait les insérer sans nuire en fait à la liberté journalistique. Donc le résultat c'était en fait de faire en sorte de toujours informer un maximum la cible du partenariat. Ça c'est plus développé que ça dans le mémoire, mais c'était le cœur du sujet. Mais suite à ça, en fait, même après ce master et le stage en Chine, ça a été compliqué de s'insérer concrètement, parce que je me suis rendu compte que les médias prenaient aussi beaucoup de stagiaires et qu'il n'y avait pas non plus tant de postes que ça. Donc, je me suis mis en freelance et avec cela, je me suis mis en fait à faire un peu d'événementiel au début encore, parce que ça recrute. Et suite à ça, j'ai commencé à rouler un peu ma bosse pour faire des stratégies en fait pour des pages Facebook, pour des comptes Instagram sur la ligne éditoriale. Donc, c'est définir les mots et les contenus à sortir pour toucher telle ou telle cible. Donc, ça consistait souvent à construire des personnages types fictifs de qui pourrait suivre telle ou telle marque et d'aller en fait aller s'inspirer des contenus que ces personnes-là vont suivre, des médias qui suivent eux, pour croiser toutes ces informations-là et créer un nouveau média. Voilà. C'était beaucoup cela mon travail pour finalement, après 3 années de freelance, trouver une agence qui m'a convenu. Et là, depuis avril, je suis chez l'agence 50A, pour qui je réalise en fait du community management, de la gestion de projet, de la stratégie digitale. Donc pareil, petite agence 360, donc c'est ce qui me plaît, c'est ce que je recherchais en fait. D'avoir en fait un milieu où les choses ne soient pas trop cloisonnées, de pouvoir en fait toucher à plusieurs métiers en un. Et donc voilà. Et donc, pour expliquer vraiment aux gens qui ne connaissent pas du tout le domaine de la communication, je voulais vous demander exactement ce que veulent dire tous ces termes, par exemple, brand content, stratégie de contenu, référencement SEO. Donc là, le brand content, aujourd'hui, au départ, c'était une branche dans la publicité, il y a 10 ans. Maintenant, je pense qu'on peut parler de brand content comme synonyme de publicité, puisque c'est contenu de marque. Tout contenu de marque est du brand content. Hein. Alors, une publicité dans un catalogue produit de chez Carrefour, c'est pas du brand content, c'est juste de la pub. Par contre, une publicité de Nike avec une sportive connue, une phrase d'accroche, ça va plutôt être du brand content. Ou alors un média, en fait, des articles rédigés par une marque, ça va être du brand content, vraiment du contenu de marque. Le SEO, c'est toutes les stratégies mises en place pour que un contenu posté sur Google, d'ailleurs, même Facebook et Instagram, puisse ressortir via l'algorithme. Ça va être tous les mots qui vont permettre de faire remonter son post. Par exemple, si on est Flixbus, on va écrire en accroche Flixbus, oui au bus pas cher. Comme ça, on passe devant 8 bus sur Google. C'est ça le SEO. C'est utiliser les bons mots pour remonter en fait sur les réseaux. Sur les moteurs de recherche, ouais. Ouais, sur les moteurs de recherche. Mais de mon côté, je pense aussi au SEO pour les réseaux sociaux aujourd'hui, parce qu'avec les hashtags, avec le référencement qu'on a dessus, on commence aussi à avoir cette logique de SEO.
Et on en a tous besoin, en fait, parce que là, je dis, en fait, les gens ne connaissent peut-être pas le terme, mais finalement, on a tous besoin, enfin tous, en tout cas, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, on cherche tous, voilà, à être vus. Aujourd'hui, c'est un petit peu la préoccupation de pas mal de gens, même au niveau individuel. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, la suite du SEO, ce ne sera pas seulement du texte, ça va être tout. C'est-à-dire que maintenant, sur le nouveau réseau social qui, pour moi, va bientôt dépasser les Américains, TikTok, ils analysent en fait dans les vidéos les couleurs qui sont présentes, la luminosité dans la pièce, reconnaît avec un robot les éléments sur la vidéo, et c'est avec cela qu'on va être référencé. Donc aujourd'hui, le référencement, ça va aller bien plus loin que les mots. Ça va aller vraiment au niveau du visuel. Mais dans une société où on écrit, où on lit de moins en moins, c'est aussi logique. Mais on a l'impression, oui, qu'on va beaucoup vers les courtes vidéos partout, en fait, c'est ça maintenant, non les réels ou les choses comme ça. Oui, oui, c'est ça. Et le danger, c'est qu'on va vers un système où on va passer les personnes vont passer des soirées à regarder des contenus qui ont été faits en 10 minutes par une ado. Et ça va être ça la base, ça va être des fragments en fait de connaissances, mais très peu de moins en moins de contenu de fond. Moi, c'est une question que je me pose, en fait, et que justement, j'avais envie de vous poser, même si c'est un petit peu creusé. Mais c'est qu'en fait, c'est vrai que, bon, il est devenu indispensable pour les créateurs, pour les entrepreneurs, de communiquer pour faire connaître leurs produits ou leurs créations. Et même les institutions aussi doivent communiquer, en fait. Et en fait, tout le monde a besoin d'être vu. Et du coup, on trouve de la publicité partout. Donc, par exemple, même je me faisais la réflexion, dans les grandes surfaces, on trouve des écrans qui montrent des publicités. Et après, comme on disait, sur les réseaux sociaux, bon, on trouve la publicité, et, on est un petit peu submergé. Et donc, du coup, comment faire alors avec d'un côté des créateurs qui cherchent à être visibles, ou même des particuliers, comme on disait, et de l'autre, des individus qui se sentent un petit peu envahis. Bah, après, c'est aux individus à faire aussi leur propre choix et leur faire leur propre tri. Mais c'est vrai que les médias ont tendance un peu, notamment, je rejoins Dorian, sur cette inondation comme ça de micro-vidéos sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est plutôt un public jeune, voire très jeune. Et effectivement, ça, les marques l'ont bien compris. Mais parce qu'on a une génération de digital native qui est ultra consumériste de ce genre de médias et, voilà, et qui paradoxalement milite pour une planète plus verte, plus éco-responsable et moins de consommation. Mais ça, voilà, c'est tout le paradoxe. Mais effectivement, c'est après, je pense, au consommateur de faire son tri et de savoir mettre de la distance par rapport à ça. Parce que dans tous les cas, avec les algorithmes, vous ouvrez votre page Google, vous allez sur votre moteur de recherche, ensuite vous allez sur votre page Facebook et votre compte Twitter. Bah, il y a une traçabilité de tout ce que vous avez consulté, de toutes les questions que vous avez posées à votre moteur de recherche. Et vous allez avoir des pop-up avec des tas de suggestions, de pubs, de produits, de machins. Enfin, ça n'en finit pas, quoi. Oui, c'est ça. Donc, voilà, à nous à faire attention et à prendre de la distance aussi par rapport à ça. Et de temps en temps, il faut savoir par rapport au digital. Et Dieu sait que j'en consomme et puisque j'en vends. Voilà, alors moi, contrairement à Dorian, je suis plus du côté B2B, business to business. Donc moi, je vais plutôt conseiller les marques qui vont être dans un secteur B2B à se positionner, à trouver une identité sémantique, du writing content pour, voilà, vendre mieux à leur cible. Donc notamment dans les entreprises autour du IT, de l'innovation technology. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut, voilà, il faut prendre du recul et faire attention à ça, ouais. Je pense que plus que prendre du recul, moi, ce que j'ai mis en place pour moi-même, et ça me fait beaucoup de bien, c'est parce que du coup, je passe ma journée sur les réseaux sociaux, hein, parce que du coup, je suis là à surveiller les communautés, à monter du contenu, à rédiger du contenu, à le pousser, je fais vraiment tout de A à Z. Et en fait, il me faut vraiment, je pense que c'est important aujourd'hui de multiplier les activités sans écran. Ouais. C'est-à-dire réussir à laisser son téléphone chez soi et marcher 1 heure. Et finalement, c'est presque un défi. Et j'ai remarqué en fait que c'est dans ces moments-là, en fait, où je ne vais pas avoir d'interruption, pas avoir un écran dans ma poche, que je vais commencer à avoir plus d'idées. Déjà, si on se balade à deux, on se rend compte que les conversations ne sont pas les mêmes parce qu'on est moins interrompu. Puis on se ressent sur le réel, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir des conversations avec 10 personnes proches, on va tout concentrer sur la personne qui est là. Parce
que mine de rien, c'est des tâches de fond dans notre tête de penser à qui va nous répondre, à qui on va répondre sur notre téléphone. D'ailleurs, ça a été prouvé par une université américaine que en fait, chaque notification sur notre téléphone en fait, c'est plutôt ça. Une fois qu'on est déconcentré sur une tâche, il nous faut 25 minutes pour nous y remettre sérieusement. Donc, au final, quand on a un téléphone qui nous sollicite toutes les 10 minutes, on ne peut jamais vraiment se concentrer sur ce qu'on fait. Ouais. Je trouve que c'est important d'avoir des moments sans smartphone, des activités sans smartphone. Ça peut commencer même par un abonnement au cinéma. Bon, ça reste un écran, mais au moins, c'est un contenu long pour aller vers des activités des après-midi sans téléphone de temps en temps. Parce que c'est important d'avoir ces moments-là sans aussi. Et alors, qu'est-ce que vous aimez, vous, dans vos métiers? Je pense que pour moi, ça va être, bon, c'est assez simple, mais ça va être de faire en sorte qu'une marque puisse s'exprimer. Et surtout, là où ça me plaît le plus, c'est le moment où je peux commencer à créer du contenu utile avec une marque. Pouvoir utiliser un budget qui normalement va être là pour un peu embêter le grand public, mais d'en faire quelque chose d'intéressant. Par exemple, je n'ai pas travaillé dessus, j'étais trop jeune, mais quand il y avait Orange qui proposait en fait aux jeunes de faire un peu de travaux manuels pour pouvoir avoir une place pour avoir leur rappeur préféré, je trouve ça chouette. Ou quand la marque Badois pour que j'ai travaillé m'a permis de faire des recettes saines pour Badois avec une journée de bouteille de Badois à côté et une recette en vidéo, bah, ça m'a plu en fait de pouvoir proposer un Facebook intéressant pour les fans de cuisine grâce au budget de la marque. Utiliser en fait ces budgets-là voilà, qui pourraient servir à faire de la bannière ou faire des choses un peu pénibles et faire du contenu intéressant. Voilà, moi, pour ma part, moi, je travaille à mon compte. Donc, bon, déjà, j'ai plus de flexibilité parce que voilà, entre-temps, j'ai eu 2 enfants. Donc, et puis, je suis partie vivre dans le sud. Donc, voilà, le paramétrage de ma gestion de carrière est devenu assez différent. Donc, je me suis lancée à mon compte. Et au début, j'étais vraiment dans le copywriting, de ce qu'on appelle vraiment le content writing. Donc, j'écrivais, j'étais plume en fait. D'ailleurs, la signature de mon entreprise, c'est ma plume au service de votre business. Donc, ça va de écrire le discours d'un dirigeant, rédiger des livres blancs, des avis d'experts, faire beaucoup de blogging, des blogs d'entreprise, des communications autour de leur lancement de produits, à travers des newsletters, à travers de la gestion de réseaux sociaux. Encore une fois, moi, je suis plus dans un axe B2B, donc je ne vais pas trop sur TikTok ou Instagram. J'ai plus travaillé sur LinkedIn, par exemple. C'est un média que j'utilise beaucoup dans mon travail. Et là, depuis peu, en fait, on a monté un collectif d'experts dans le digital pour en fait proposer, en fait, c'est un lab, une succursale, un service d'innovation digitale, de l'expertise à la mise en application pour les PME, destinées aux PME. Donc aujourd'hui, on est capable de répondre aux besoins d'une PME qui a besoin d'un CRM, par exemple, ou d'une communication digitale avec un nouveau site Internet. Donc ça va être de l'UX design en passant par la maquette de son site avec de l'intégration de contenu pertinent optimisé SEO jusqu'à l'étude de la faisabilité d'un projet d'innovation technologique. On est tous des freelances et on a monté ce collectif qui s'appelle The Unit. Donc, ça nous permet en fait voilà, de pouvoir avoir un spectre large et d'avoir une force de frappe plus importante parce qu'on est en collectif et de répondre à tous les besoins, en fait, de couvrir tous les besoins en termes d'innovation digitale et de communication digitale des entreprises. Et on s'est positionné sur les PME parce que les grands groupes ont déjà des DSI intégrés, des services de marketing digital ultra performants. Et les startups, elles ont rarement du budget ou alors des petits budgets. Alors que les PME, c'est vraiment un intermédiaire hyper intéressant, que ça représente quand même 80% de l'embauche en France. Et elles ont pas forcément, elles ont pas mal de préjugés par rapport à l'innovation digitale. Donc voilà, nous, on se positionne là-dessus. Et c'est un projet voilà, qu'on est en train de développer avec quelques experts du digital. Justement, j'allais vous demander quelle est la place du réseau dans votre secteur professionnel? Ah bah sans ça c'est très compliqué. Moi, quand j'étais toute seule, j'avais déjà moins d'opportunités d'entrée. Alors que là, tout de suite, en travaillant en réseau, sur un collectif, en pouvant me reposer sur des compétences d'autrui que je n'ai pas forcément parce qu'on ne peut pas tout faire, ça change complètement la donne. Enfin, là, en l'espace d'un mois, mon carnet de commandes a été multiplié par 5. Donc, ça change complètement. Oui, oui. C'est sûr que quand on travaille en freelance,
c'est très important d'avoir un réseau déjà établi et qui plus est quand on veut travailler dans le secteur de la communication où les places sont rares, enfin, Dorian pourra encore mieux le confirmer. Effectivement, avoir du réseau, ne serait-ce que pour obtenir un stage, c'est assez important, ouais. C'est vrai que je pense qu'il y a deux choses importantes. D'abord, c'est développer des compétences, savoir les mettre en avant sur le CV. Hein, plus que les écoles, c'est vraiment compétences. On sait Ouais. voilà, concrètement, que puis-je faire pour vous? Et le réseau aussi de l'importance, c'est sûr, c'est sûr. C'est aussi de l'importance dans le sens où sur les plateformes de freelance, il y a énormément de monde. On ne sera pas forcément différencier, mais ce qui va pouvoir aussi servir, c'est d'avoir des personnes avec qui on a déjà travaillé ou qui nous apprécient et qui voudront voilà, confier un projet, quoi. Et le travail en équipe aussi, dans ton cas, Dorian. Ah oui, oui, c'est vrai que le travail d'équipe est primordial puisque c'est un secteur où chacun a sa tâche. Il va y avoir le rédacteur, l'organisateur, la mise en image. Et c'est important de pouvoir travailler tous ensemble et savoir de connaître les qualités, les défauts de chacun. Hein. Quand j'ai expérimenté ça à l'école Sud de Pub, où on avait beaucoup de compétitions. Hein, on était tous autour d'un projet fictif de publicité, on devait y répondre par groupe de 10. Et c'est vrai qu'au fil de l'année, plus notre groupe était en exercice, plus on a su en fait tout de suite savoir où mettre qui et nos notes montaient en fait en flèche de par ce principe, quoi. Parce qu'on a su en fait construire une équipe, construire un écosystème. Donc oui, c'est très important, vraiment. Ça peut changer une expérience totalement. Est-ce qu'on a fait un petit peu le tour là, de vos métiers? Je pense qu'on a bien essayé de toucher un petit peu à tous les aspects. Est-ce que vous voyez quelque chose qu'on aurait oublié d'expliquer? Enfin, je pense qu'il y a sûrement plein de choses, mais quelque chose qui serait essentiel pour bien faire comprendre ce que vous faites en fait. Si Non, pour ma part, je je peux pense peut-être qu'on a fait le tour. essayer de résumer, je ne sais pas si ça a été bien fait juste avant, mais ça consiste vraiment à trouver la bonne manière de communiquer pour une marque, et ça se concrétise par la définition de tous les mots qui seront utilisés et des exemples de posts Facebook, Instagram, Twitter et autres, et des plannings sur l'année. Voilà, c'est ça, concrètement, c'est ça. Plus toute la partie technique aussi et chiffrée, data, parce qu'il y a il y a tout le traitement des données, il y a des rapports tous les mois à préparer sur le gain d'interaction, le gain d'abonnés, les leçons à en tirer. Et finalement, les interactions qu'on entend générer vont définir les sujets qui seront choisis plus tard. Donc, c'est beaucoup un métier il y a une partie rédaction plutôt qui est minime par rapport à la partie organisation et traitement des données aussi, en tant que chef de projet, hein, je dis bien. Alors, je vais en venir à la question essentielle du podcast à vous poser. Donc, pourquoi, selon vous, le littéraire et les littéraires sont-ils importants dans une société? Et que faites-vous ou que comptez-vous faire pour valoriser les études littéraires et les métiers littéraires? Je vais répondre. Alors, pourquoi les littéraires sont importants dans une société? Bien déjà parce qu'il faut tout pour créer une société sensiblement équilibrée. S'il n'y avait que des scientifiques pragmatiques, ça enlèverait un peu de son charme. Et contrairement à ce que l'on peut penser, en fait, les littéraires peuvent être très, très structurés dans leur organisation, dans leur pensée et dans leur capacité à argumenter. Et je pense que ce sont d'excellents orateurs. Et dans les métiers de la communication, c'est quand même important de savoir s'exprimer, de savoir écouter et de savoir, au travers de l'écoute, diagnostiquer la problématique de son interlocuteur. Donc, par exemple, les services commerciaux devraient. C'est pas inintéressant de s'intéresser au profil des littéraires parce que c'est peut-être des gens qui ont une certaine sensibilité et justement cette curiosité, cette culture générale et du coup cette capacité à créer du lien avec son interlocuteur. Et voilà, ça, je pense que c'est des valeurs clés des profils littéraires. Oui. Et voilà, et ce qu'ils peuvent apporter à une entreprise aujourd'hui, de toute façon, le monde de l'entreprise, en termes de stratégie de recrutement, évolue énormément et on est vers davantage de malléabilité et on a compris qu'il fallait quand même dissocier l'individu du diplôme et du diplôme de l'expérience de terrain.
Après, c'est par soi-même ce qu'on a envie d'apporter au poste qui nous est confié et à l'équipe au travers de laquelle on travaille, à la culture de l'entreprise, l'ADN de l'entreprise. Tout ça, ça va permettre aussi à un individu de révéler certaines choses, certains aspects de sa personnalité, de ses compétences et de son portefeuille de compétences. Donc non, au contraire, les littéraires ont toute légitimité dans le monde de l'entreprise et qui plus est, des entreprises même de la finance, de la recherche autour de la bio-tech, de l'innovation technologique, de l'innovation digitale. J'en suis la preuve puisque dernièrement, j'ai travaillé sur la stratégie sémantique et une stratégie de communication d'une entreprise qui avait été sélectionnée au CES, qui est le grand salon des entreprises de l'innovation technologique de Las Vegas. Et c'est tous des anciens du CEA, donc, qui est le centre de recherche atomique français, qui ont développé un produit autour de la technologie du GaN. Donc, pour être très honnête avec vous, je ne savais pas du tout ce que c'était que le GaN avant d'intégrer ce projet. Et justement, comme ils avaient une telle connaissance de leur produit qui était tellement abouti, ils n'avaient aucun recul. Et étant très scientifiques, ils n'avaient pas forcément cette aisance à utiliser le langage pour exprimer leurs produits vis-à-vis de leur cible. Et on m'a confié ce projet qui était fort intéressant. Et donc moi, littéraire, étant totalement nulle en maths tout au long de mes études, j'ai produit toute une stratégie de communication et tout un positionnement d'une entreprise qui est à la pointe de l'innovation technologique. Donc, c'était un peu un pied de nez à mon cursus. Donc, vive les littéraires. Voilà, vive les littéraires, exactement. De mon côté, je pense que les littéraires ont une place déjà à court terme dans la communication qui est importante d'avoir des profils qui aient pu être d'abord littéraires puis communicants, puisqu'en fait, c'est bien de conserver en fait de belles références et de jolis mots dans les campagnes publicitaires, puisque c'est les contenus qu'on lit au quotidien et qui nous nourrissent. Je rejoins aussi l'avis de Bénédicte sur l'aspect ordonné du littéraire, puisque la narration, c'est ça en fait le cœur de la communication, et c'est aussi finalement le grand mot du littéraire, c'est que la narration permet d'ordonner les éléments dans le temps et dans l'espace, et elle est là aussi pour rendre des faits concrets et familiers pour l'auditeur. Donc cela est vrai justement pour, euh, pour un texte, mais c'est aussi le cas pour une marque. Et donc, euh, tous ces mythes qui font le monde depuis des générations, il n'y a pas d'histoire sans peuple, c'est aussi les littéraires d'aujourd'hui qui permettront en fait de construire les mythes et les croyances de demain. Donc il faut des personnes qui aient cette capacité de narrer, de raconter et d'archiver en fait à travers des textes et des idées pour l'avenir finalement. Voilà. C'est vrai, je pense que le secteur de la communication est vraiment intéressant pour les littéraires. Alors, je voulais savoir comment vous voyez chacun votre avenir professionnel, quels sont vos projets et quelles sont les évolutions, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, qui touchent ou qui vont toucher le secteur. Vas-y, Dorian, je te laisse la parole. De mon côté, les évolutions que je verrai, pour le moment, en fait, je suis bien en tant que chef de projet digital. Je pourrais toujours évoluer peut-être en directeur, pourquoi pas, d'ici 5-10 ans, on verra. Les grands défis qui arrivent, ça va être les nouveaux médias, les nouveaux modes de consommation. Hein, quand les générations des années 2000 auront 30 ans, ça va changer beaucoup de choses. Déjà aujourd'hui, ces générations-là n'ont pas de compte Facebook, hein, ils ne regardent que du contenu visuel, photo ou vidéo. Donc, ça va être des nouvelles manières d'informer. On s'informera peut-être uniquement par vidéo, qui sait. Donc ça va être ces défis-là à gérer et puis l'automatisation des processus hein, de plus en plus. Pour vous dire, pour le moment, pour faire des publicités sur Instagram et Facebook, ça passe par un graphiste. Mais aujourd'hui, sur les nouveaux réseaux sociaux tels que TikTok, il y a de plus en plus d'outils qui permettent aux particuliers de créer eux-mêmes leur publicité avec des outils d'assistance. Donc voilà, on va aller vers une automatisation et un aspect de plus en plus visuel hein, qu'il faudra du coup anticiper. Donc ça va être de nouvelles stratégies, de nouveaux défis. Oui, alors pour ma part, comme je monte ce projet en freelance,
Et que voilà, l'idée, c'est de développer, continuer à développer ce collectif, The Unit, autour de l'expertise digitale. Et donc, d'aller développer des nouveaux projets, d'aller chercher des nouveaux clients, d'aller affiner nos études de cas, d'aller affiner notre discours, de développer davantage ce réseau. Autour de différents supports médias également. On est en train de réfléchir à la possibilité de développer une offre de podcast inter-entreprises pour que les entreprises puissent avoir leur propre podcast, qui est quand même un levier de développement et d'acquisition qui est très puissant dans le B2B, j'entends. Donc, pour ma part, voilà, c'est continuer d'évoluer vers ça, continuer ce cheminement qui prend pas mal de temps, pas mal d'énergie. Et puis, évidemment, pour rejoindre Dorian, on va aller de plus en plus de marketing automatisation. Les cibles, les consommateurs, ceux qui sont nés dans les années 2000, ont un rapport totalement différent à la consommation de contenu. Donc, il va falloir aussi s'adapter, adapter notre stratégie. Et le monde de l'entreprise évolue de plus en plus aujourd'hui avec les systèmes du télétravail. On est capable aujourd'hui de recruter des compétences, des talents qui sont à l'autre bout de notre siège social et les intégrer complètement à l'équipe. Donc voilà, tout ça, c'est des sujets évolutifs et auxquels il va falloir s'adapter. Et justement, quand on travaille dans la communication digitale, l'adaptabilité, elle est clé. C'est vraiment la clé de voûte de la survie dans notre travail, je pense. Donc, plein de nouveaux défis à relever. Ah bah toujours. Sinon on s'ennuierait. D'accord. Alors, pour finir, est-ce que vous avez un site internet ou une page Facebook où on peut en savoir plus sur ce que vous faites? Bien sûr. Alors, moi, vous pouvez consulter mon site internet bénédicte-du-6 rapin.fr. Et prochainement, va être mis en ligne très bientôt The Unit, le collectif qu'on a monté, donc the-du-6 unit.io. Et donc là, voilà, il y a toutes nos expertises, tout notre catalogue de compétences qu'on propose, avec derrière une flopée d'experts, avec chacun sa spécialité dans le domaine du digital. De mon côté, ce sera plus mon LinkedIn directement. Donc, du même nom, Dorian Solignac, Erlon. Et peut-être un site ou une page pour se renseigner sur le métier ou sur le secteur de la communication? Une chaîne YouTube ou un podcast? Alors, vous pouvez, sur Facebook, en fait, sur LinkedIn, il y a beaucoup de groupes autour de la communication digitale avec beaucoup de personnes, de professionnels des métiers de la communication qui sont acteurs et participants de communautés. Ça, il faut aller voir déjà les communautés sur les réseaux sociaux LinkedIn. Après, sur le copywriting, oui, il y a pas mal de sites et effectivement, il ne faut pas hésiter à aller voir un site que je recommandais beaucoup parce que je travaillais avec des élèves à la fac à un moment donné, sur Welcome to the Jungle, qui est un grand site RH qui a développé une communauté incroyable qui au départ n'était qu'une start-up. Et il y a beaucoup de petites pastilles autour des métiers, et notamment des métiers du marketing et de la communication. Et ils ont un blog très bien fourni. Donc, ne pas hésiter à aller voir ça. Il y a aussi le site internet de mon agence directement, l'agence 50A. Donc, c'est facile, hein, le chiffre 50 puis la lettre A. Il y a une page enrichissante sur les dispositifs digitaux existants, avec les définitions, toutes les étapes. Voilà. Donc, je vous encourage à aller voir ceci pour les étudiants. Ok, ben merci beaucoup. On a appris plein de choses. Et merci beaucoup à vous deux. Et à bientôt. Merci. À bientôt, c'est un plaisir. Merci Rachel, au revoir.